Nicolas, merci à Gilles d'avoir accepté cette conversation au regard de cette exposition. Alors je vais peut-être commencer par parler de ma rencontre avec le travail de Gilles. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être mon travail, je dirais que mon travail a pris un tournant qu'on qualifierait d'écolo il y a à peu près 2 ans. Lorsque mon fils, à 4 ans, est revenu d'école et m'a demandé « Papa, est-ce que c'est vrai que les oiseaux disparaissent ?» Alors les enfants, cette capacité de vous poser des questions au moment les plus inattendus. Et je veux dire, ça m'a laissé totalement circonspect et assez déstabilisé. Parce que j'ai évidemment répondu oui, parce que je sais que la population d'insectes s'effondre et que sans insectes, il n'y a pas d'oiseaux. Je pense que j'ai confirmé. Et donc j'ai commencé un cheminement et une interrogation sur pourquoi il y a cette disparition d'insectes et finalement la modification et l'altération de ces paysages qui permettent à la vie et aux vivants de s'exprimer. Et je suis tombé vraiment par hasard sur le travail de Gilles que je ne connaissais pas avant. Vraiment, je m'en excuse maintenant. Et j'ai trouvé les titres de ces livres assez aguicheurs. Ma curiosité en a été piquée, notamment donc le jardin en mouvement et surtout le manifeste du tiers paysage que je vous invite vraiment à lire. C'est un livre qui apporte un regard nouveau sur ces paysages qui sont à la marge, auxquels on ne fait pas attention, ces endroits qui sont délaissés par l'activité humaine et où s'exprime ce que Gilles qualifie de génie naturel, avec une certaine poésie. Et je dois dire que cette pensée, on est loin des doctrines, on est loin de ce que certains détracteurs pourraient qualifier de discours écolo. C'est vrai que c'est une idée de vraiment de repenser notre rapport au vivant. Et moi, je sais que Gilles aime se présenter comme un jardinier, mais moi, j'aurais peut-être même une autre définition. Je serais plutôt comme un semeur, c'est-à-dire de quelque chose, une graine qui se plante et qui va mettre peut-être du temps à germer, qui va mettre du temps à grandir. Et je dirais que j'ai vu, moi, sur mon regard, la façon dont je peux percevoir le monde vivant, j'ai senti vraiment une évolution. Et alors il se trouve que de façon concomitante avec ce changement dans mon travail, j'ai en Bretagne une maison et un champ, et j'avais vraiment l'envie de faire un jardin. Et je me disais, mais formidable, ce champ qui était donc exploité de façon traditionnelle était vraiment à nu. Je me suis dit, mais parfait, il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien, je vais pouvoir faire mon jardin. Et donc en allant avec ma toute puissance, je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre mes arbres là. Donc j'ai commencé à mettre quelques arbres. Bon, puis je suis parti, je suis revenu, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui était aussi à l'œuvre, puisqu'il y a un nombre de plantes qui a été apparu. Je n'avais absolument demandé rien du tout. Et donc Gilles parle de ces friches qui s'arment, donc des buissons, qui s'arment, des chênes partout. Et me voilà du rumex aussi, puisque c'est un terrain argileux, il y avait de l'eau qui stagnait, donc j'ai ensuite appris, notamment par le travail de Le Noir, que les rumex prolifèrent là. Donc me voilà parti avec ma petite bêche à enlever, je crois que je vais enlever 400, en me disant que je vais enlever ces rumex, il n'y en a rien à faire là. Puis je suis reparti, puis je suis revenu, il y en a encore 200 qui est apparu. Et je veux dire que cette lecture du jardin, du manifeste du tiers paysage, apporte un apaisement dont j'avais vraiment besoin, parce que vraiment cette idée de jardin est en train de me rendre totalement fou, en me disant en fait je ne vais jamais arriver à faire un jardin. Et donc c'est vrai que je voudrais que peut-être que Gilles vous présentiez peut-être un peu plus en détail cette idée de Avec plaisir. Je suis très heureux d'avoir soulagé Lucien, que je ne connaissais pas, d'une tâche terrible qui est celle de répéter ce que le plan de gestion vous demande de faire en vous prenant pour un technicien de surface alors que vous êtes quand même un être vivant qui a
capable peut-être de dialoguer avec ces plantes et même ces animaux. Encore faut-il les connaître un peu, mais les accepter. Et c'est la question même de ça, de l'autre. Est-ce qu'on accepte ce que l'on ne connaît pas, ceux au pluriel que l'on ne connaît pas, que ce soit des plantes, des animaux, des humains. Et ça, c'est pas facile du tout parce que on est aujourd'hui encore dans une espèce de vision extrêmement fixiste et cadrée, avec la liste de ce qui est autorisé et celle qui est interdite. Pour nous, les plantes qu'on a le droit de mettre, elles existent sur les tableaux. Enfin, toutes les mairies vous diront, voilà, vous avez fait un jardin, l'espace public, ça c'est interdit, c'est une plante qui vient d'ailleurs, qui est invasive, ou je ne sais pas quoi, enfin, chose complètement absurde, évidemment, parce qu'ils font que répéter des ordres qui sont donnés par, malheureusement, des gens qui se revendiquent de la connaissance du vivant, avec le terme de l'écologie, qui en fait ne le sont pas du tout. Ce sont juste qui ont des visions comme ça étroites. Donc le jardin en mouvement, c'est tout le contraire de ça. Bien sûr, on accepte le changement, l'autre, ce qui vient par les autres. Et le tiers paysage, c'est une espèce de trésor qu'on ne connaît pas. Quand on ne fait rien, on est utile à tous, ça, je le dis souvent, on fait une forêt. Mais entre le moment où on a le terrain abandonné et nu et pauvre, voilà, il ne sert plus à rien, voilà, et le moment où c'est une forêt, parce que c'est toujours comme ça que ça finit, il y a des tas de choses qui se passent, avec une énorme diversité qui commence par la strate herbacée, puis qui devient une friche armée avec des buissons qui protègent les jeunes ligneux, enfin bref, tout ça je l'ai vu faire. Hein. Moi je suis dans le constat. Ce livre que j'ai écrit, le manifeste du tiers paysage, je l'ai fait très rapidement, en une quinzaine de jours. Je n'ai jamais fait un livre aussi vite. Bon, il est petit, hein. Mais c'était dans ma tête depuis longtemps, après justement une quinzaine d'années et d'observation des terrains qui étaient au départ pâturés, parce que j'avais avec mes voisins paysans, les vaches, les vaches arrivaient dans les pentes en Dahu, hein, un petit peu, parce que c'est très accidenté chez moi, tous les bords de la Creuse, comme ça, mais les chèvres et les moutons, mais on regarde. Et donc les jeunes arbres ne pouvaient pas pousser, parce qu'ils étaient mangés, bien sûr. Et puis quand les machines sont arrivées, là, tout ça a été abandonné. Un tracteur dans une pente comme ça, vous ne le voyez pas, hein. Il roulerait, il tomberait dans le lac à la fin. Donc non. Et ça a été abandonné, et là, il s'est passé ça. J'ai vu le fait qu'un terrain qui n'est pas nu complètement, bien sûr, mais où il n'y a pas d'arbres, devient une forêt. Alors ça prend un peu de temps. Mais il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut dire, ben voilà, ce qu'on fait dans le métier, ben, si on ne fait rien, on est utile à tous, parce qu'on fait de l'oxygène avec les arbres. Donc je vous conseille. Mais vous, cette intégration du tiers paysage, quelque part, est-ce que c'est pas une négation du rôle du jardinier? C'est-à-dire que le rôle du jardinier, ce serait presque de dire là, ce serait presque un gardien des autres jardiniers, c'est-à-dire qu'avec un bâton, vous seriez là taper sur le doigt de ceux qui s'approcheraient, et on n'y touche pas, on le laisse. Et c'est-à-dire que là, d'un coup, j'ai presque l'impression que c'est un travail faramineux, c'est d'arriver à changer les esprits. On n'est plus dans... c'est un reboot de la façon dont on voit et on perçoit le monde vivant. C'est pas ce que j'ai voulu faire, hein. Mais je veux faire accepter par les humains le monde vivant sans humains. C'est-à-dire celui qui est un accueil d'une diversité chassée de partout ailleurs. Parce qu'en fait, nous dépendons de cette diversité. Nous ne mesurons pas à quel point nous en dépendons. Donc il faut la protéger malgré tout. Oui, il faut la rendre tolérable. Enfin, c'est le rapport de tolérance. Dans certains projets sur lesquels j'ai un œil encore aujourd'hui à donner, bon, je dis si vous faites ça dans l'organisation, même devant un bâtiment classique, etc., avec une construction très, très architecturale, pour le jardin, vous pouvez estimer qu'il y a une possibilité dans des alentours de ne pas utiliser le terrain comme on le faisait autrefois, mais de le laisser libre, justement, c'est-à-dire avoir les deux. Et dans les lieux où vous ne faites rien, vous accueillez la diversité que vous ne trouverez pas dans l'espace où vous êtes tout le temps en train de faire
des tailles, des coupes, des tontes et je ne sais quoi. Bon. S'il n'y a pas de chimie, ça va encore, mais la chimie c'est une horreur, parce que ça tue tout, ça tue bien plus que la plante visée ou l'insecte visé, ça tue tout ce qui est en relation avec l'être que vous voulez supprimer. Et là, vous éliminez des choses que vous n'aviez pas prévues. Oui, ce qu'on sait depuis longtemps, depuis le printemps, je ne sais pas si vous avez vu le printemps silencieux de Carson, qui part dans les années 60, elle fait la constatation de l'utilisation du DDT aux États-Unis qui tue, au-delà des insectes, qui tue les poissons, qui tue tout, enfin qui est une négation totale de la vie. Mais finalement, moi, ma question, c'est de savoir, c'est ce rapport au vivant que vous voulez instituer, est-ce qu'on regardera le rapport qu'on a aujourd'hui comme on peut regarder le regard qu'on avait sur l'esclavage il y a 200-300 ans, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on sera jugé comme étant des inhumains, des fous furieux? Comment est-ce qu'on rend intolérable le fait de tondre sa pelouse? C'est ça, parce qu'en fait ça commence, le titre de l'exposition est certes un peu provocateur, mais c'est-à-dire qu'en fait ça commence par là, c'est-à-dire que ce geste qui semble anodin de dire je tonde ma pelouse, en fait non, vous ne tondez pas votre pelouse, vous tuez un nombre d'insectes calculable, vous empêchez un mouvement naturel, une forme naturelle qui par essence grandit, en hiver elle disparaître. Là on essaie de figer, tout à l'heure on parlait de tableau, de faire un tableau de quelque chose de vivant, c'est complètement absurde. Alors là, question difficile, mais je peux vous donner ma vision. Moi, si je suis ici, c'est parce que j'aime bien le travail de Lucien, que je ne connaissais pas, mais bon, que je connaissais quand même un peu ça, mais on ne s'était pas rencontrés. Il y a quelque chose d'organique et de sensuel dans toutes les œuvres qui sont restituées. Ça ne traduit pas seulement une catastrophe, ça traduit quelque chose qui est encore finalement vivant. Et ce qui nous manque aujourd'hui, peut-être plus encore qu'il y a quelques dizaines d'années, c'est l'acceptation de notre perception animale, biologique. Nous sommes tous des prématurés. Nous sortons du ventre de la maman trop tôt, à cause du cerveau. Vous savez ça. On ne pourrait pas sortir au moment voulu, qui est presque un an après, parce que là, tout mourrait, l'enfant et la maman avec. Bon. Donc il sort avant. Mais à cause de ça, on a un cerveau trop gros. Et les conséquences de ce cerveau trop gros, qui peut être considéré comme un avantage énorme, c'est d'avoir accès à une capacité d'invention, de la pensée, tout ce qui est de l'ordre du virtuel. Ça arrive à IA, aussi, on peut dire. Voilà, des choses comme ça. Magnifique. Bon, et le produit de ça, c'est une technologie qui devient de plus en plus performante. Et finalement, on accepte d'être les maîtres de la situation dans le monde. On le domine par cette sorte d'intelligence, pas artificielle tout à fait, mais presque. On a complètement oublié ce qu'est le IB, intelligence biologique. Communiquer avec une plante, un animal, peut-être un champignon, parce qu'ils sont mis à part, hein, ils ne sont plus dans la même catégorie maintenant. Avant, on pensait que c'était une plante, non. Bref, tous les autres êtres vivants seraient quelque chose de très intéressant si on en avait encore la possibilité et l'habitude. Mais aller dans un endroit où on écoute les oiseaux sérieusement, où on se demande ce que fait l'insecte, on regarde la chenille vraiment, qu'est-ce qu'elle est, etc. Enfin, être en rapport avec tout ça, le toucher, l'ouïe, l'odorat, tous nos sens, et peut-être en tirer des conclusions avec notre intelligence. Bon. Mais donner un pouvoir exagéré à ce cerveau, c'est notre maladie, hein. On ne peut rien, c'est comme ça, en disant « Ah, ben là, je vais tout régler, je vais tout maîtriser », et on tue tout en gardant une plante, une espèce qu'on pense qui est la bonne. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée du bien et du mal? La vision
comme ça, qui cloisonne, qui sépare les choses qu'on doit garder et celles qu'on doit enlever, elle est complètement biologiquement absurde. Absurde. Ça, c'est un travers humain, ça. On voit, Ouais, oui, culturel, fort. Ça mène à une catastrophe. Mais... Oui. Alors j'ai eu quand même des rencontres avec des sociétés humaines qui voyaient les choses autrement. Et la première a été un polythéisme que je ne comprenais pas, de bouddhiste à Bali. Quand on rentre dans les maisons, il y a le lawang qui est une porte qui rentre dans un espace qui est en fait comme un jardin avec des bâtiments, mais c'est en fait le jardin et la maison, c'est la même chose. Et il y a des petites niches d'offrandes. Et là, on vous dit pour rentrer qu'il faut faire une offrande à droite, une offrande à gauche, dans les deux niches, mais c'est pour les esprits du bien et les esprits du mal. Ah bon? On n'avait pas cette idée du tout. Hein. Ce qui laisse entendre que, en fait, que cette séparation n'existe pas vraiment. Quoi. Donc ça m'avait paru intéressant. Et puis, là où j'ai trouvé les choses les plus proches de ce que je ressentais, de ce que je vivais, c'est quand j'ai rencontré des animistes, que je ne savais pas quels étaient, mais ça s'est passé, c'est pas vraiment des animistes, des scolaires diraient des totémistes en Australie, mais qui ont quand même une vision assez particulière avec le monde vivant de l'humain, et puis bien sûr les animistes amérindiens, qui m'ont beaucoup touché, toujours. Et je voyais que j'ai eu un premier contact, mais très distant, quand j'étais au Nicaragua pendant 2 ans, pour être professeur. Ça s'appelait assesseur technico en liceo agricola, mais assesseur technique, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai jamais su, c'est pas grave. Sauf que on pouvait quand même discuter, on emmenait sur le terrain, c'était drôle, et on rencontrait des ramas qui sont de temps en temps, pas beaucoup, mais qui sont des Amérindiens locaux. Et alors eux là, je ne parlais pas très bien leur langue, elle était difficile, mais je me disais, bon voilà, on y est quoi. On sait comment il faut marcher, comment il faut se comporter dans la forêt, comment il faut la traverser, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire de dégâts, des choses comme ça. Moi, c'était exactement ce que j'avais voulu faire quand j'étais petit, en quittant l'espace petit jardin, il n'y avait pas vraiment une clôture, mais pour aller dans les landes et dans les friches, et où je me disais, qu'est-ce que je vais découvrir, quoi. Et ben voilà, ils m'ont donné des leçons. Je pense qu'aujourd'hui encore, ils sont ceux qui nous donnent des pistes pour survivre intelligemment. Et on devrait les écouter mieux. Est-ce que vous, lors de notre première rencontre, vous aviez évoqué d'où vous veniez, de mai 68 comment est-ce que vous expliquez que ces pensées, parce que l'écologie était partie de mai 68, comment est-ce que vous expliquez que cette révolution de pensée, finalement, la dimension écologique, ce soit vraiment été. On sent qu'elle est totalement broyée par les années 80, une économie de marché, et qu'elle revient maintenant. Et les dégâts sont énormes, voire irréversibles. Oui. C'est arrivé sans doute par on ne doit pas couper la salade avec son couteau. Pourquoi? Il y a peut-être des gens qui ont la réponse, hein. Mais moi je ne l'avais pas. Et j'ai dit, mais pourquoi? J'étais petit, hein. Ça abîmait les dames en argent. Oui. Et on me dit, non, il faut obéir. On ne m'a pas donné l'explication, il faut obéir. C'est insupportable quand tu ne comprends pas pourquoi tu fais un geste idiot qui correspond à quoi. C'est des années après, longtemps après, que j'ai appris que c'était parce que les lames en argent, elles pourraient être oxydées avec un huile de vinaigre. Ça va, quoi. Il y a longtemps qu'on était en inox, donc c'était énervant. C'était énervant. Donc, quand on réalise ça, et plein d'autres choses, hein, moi je suis allé en Algérie pendant 7 ans, entre l'âge de 7 et 14. Parce que mon père était négociant en vin, il avait trouvé un boulot là-bas, ok. J'allais à pied pendant 1 kilomètre à l'église, enfin non pas à l'église, excusez-moi, à l'école. C'était l'école Saint-Augustin quand même. Et ouais, donc ça m'a beaucoup appris tout ça. Et là, je traversais des douars, vous voyez,
qui étaient les seuls endroits qui étaient agréables à l'ombre et où je me sentais protégé aussi par tous les gens qui y habitaient. Quand en rentrant le soir, on entendait des trucs sur les Arabes et ceux qui habitent ces horribles douars et tout, c'était tout le contraire. Moi, je vivais tout le contraire. C'était pas possible. Et je suis devenu muet. Lucien, je te donne une explication, mais c'est vrai, hein. Pendant des années. Je ne pouvais pas parler parce que tout ce que j'entendais n'était pas audible par rapport à ce que je voyais. Quand on me dit voilà, et que vous voyez, c'est comme ça, alors non, c'est pas du tout comme ça. Bref, j'ai arrêté d'écouter les adultes, puis quand j'ai eu 18 ans, à peu près, comme ça, là j'ai commencé à m'énerver. J'ai pas fait mon 68 à cette époque-là parce que je n'avais pas encore l'âge, mais c'était un peu une révolte parce que je dis non, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vois ça, j'entends ça, et vous me dites qu'il faudrait, en somme, idéologiquement, concevoir et voir le monde autrement. Mais pourquoi faire? Il suffit de le regarder comme il est. On peut le regarder comme il est. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai essayé de faire. Voilà, bon, je vous raconte ma vie là. Oui, c'est parce que je pense qu'après, vous pouvez nous aussi nous parler de l'île d'Herborance dans le parc Matisse à Lille, qui est un peu symptomatique de notre rapport au tiers paysage. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que pour faire des projets dans l'espace public, c'est finalement là quand même que ça peut se faire et pas dans l'espace privé. Parce que ça c'est quand même assez. C'est un pied de nez qui est génial. Enfin, c'est le fait d'avoir utilisé les débris, enfin, les gravats pour la construction de la gare, celle de la gare. L'île Europe. L'île Europe. D'avoir fait ce petit monticule du parc et après, je vais s'expliquer. Mais il y était, hein, moi je ne l'ai pas fait. C'était une colline comme ça, un peu pointue. Oui, le parc, le projet était sur 8 hectares, mais il y avait cette colline-là, et on me disait enfin, la ville avait imaginé de la supprimer, mais dans le projet, il était toujours là au départ, donc j'ai fait une conception qui était en relation à ce que j'avais entendu au moment où le projet a été lancé. C'était un accident climatique sur une petite forêt primaire au sommet dans le Valais suisse, à Derborance, la forêt de Derborance. Et il y a eu un livre qui s'appelle, je crois Derborance d'ailleurs, de Ramu, un auteur suisse, qui raconte cette espèce de miracle de cette forêt qui était simplement, comme celle qui existe dans d'autres endroits, maintenue et primaire, considérée comme telle, parce que les parois étaient verticales et que personne n'y allait, c'était pas commode, et voilà. Et alors ça faisait un choc qu'une forêt aussi belle et équilibrée, là, tombe. Sauf que bon, moi je ne m'inquiétais pas trop, je me disais, mais elle tombe là, mais elle va se refaire de toute façon, c'est pas dangereux. Voilà. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce volume de ce relief comme étant un socle à quelque chose qui serait une forêt primaire qui viendrait toute seule. Hein. On ne fait rien, ça fait une forêt, voilà. J'avais essayé quand même au départ d'y planter des végétaux, des arbres qui auraient été originaires de tout l'hémisphère nord dans la même zone climatique. Bon, ça aurait été accéléré la fabrication de la forêt par elle-même. Et puis voilà. Et ça, on n'avait pas d'argent pour le faire, donc très bien, quoi. Finalement, ça a été laissé à la nature elle-même, à des plantes. Sans ajout de substrat, ça a été laissé tel quel. Non, c'était pas la peine, parce qu'il y avait dans. C'était les gravats, là, oui, mais avec des cailloux et des briques Vauban. Parce qu'on est sur les anciennes fortifications Vauban. Ça, c'était sacré. Bon. Et puis, il y avait la terre, il y avait je sais pas quoi, enfin tout un truc qui permettait, il n'y avait pas de chimie dangereuse, tout poussait bien. Pas besoin de rajouter quelque chose, ce qui a fallu, et c'est ça qui a coûté très cher, rajouter, c'est des parois qui ont permis de maintenir le volume de terre à 7,50 m de haut, à peu près, 7-8 mètres. Et c'est la forme, par contre, de cet endroit-là qui a posé un problème, parce qu'au départ, je l'avais vu carré. Là, pour le coup, on était un peu dans la géométrie
des anciennes fortifications qui avaient disparu, tout était sous terre, il n'y avait plus rien. Et là, les architectes des monuments historiques s'y sont opposés, ils sont rigolos. Quand ils voient les trucs Vauban avaient disparu, voilà, complètement, il n'y avait plus rien, mais ça, une forme pareille, évoquait quelque chose de militaire de l'époque Vauban. Donc ça ne pouvait pas. Je n'ai pas pu faire le carré. Et grâce à Claude Courtecuisse, un artiste qui lui travaillait aussi avec nous dans l'équipe, nous avons trouvé une forme qui est celle d'une île qui existe aux antipodes de la ville de Lille, et qui s'appelle l'île Antipode, elle appartient à la Nouvelle-Zélande. Elle a un peu un statut comme ça, on n'y va pas parce que c'est trop difficile d'accès, etc. Elle est un peu comme une espèce de milieu de forêt primaire à elle-même, c'est très beau. Donc je l'ai appelée l'île d'Herborance, mais la forme, à cause de Daramul, mais la forme est la forme de cette île qui existe dans l'hémisphère sud. Et ça a été accepté. Donc on n'y va toujours pas, sauf pour faire des relevés. Il y a une échelle. Ou alors on nous dépose en grue, j'y suis allé la dernière fois, au bout d'une grue, avec les gens de la ville de Lille. Et on regarde qu'est-ce qui est arrivé, parce que la forêt, elle est bien, quoi. Malheureusement, les habitants autour, il y avait une barre de logement qui s'est installée, qui n'était pas prévue. Alors ils ont vu sous leurs yeux une friche, quoi, au départ. Et ça, ils se sont plaints auprès de la mairie, qui a pris peur, qui a dit on va enlever ce truc-là, cette machin, là. Et ça a coûté trop cher de l'enlever. Parce que les parois moulées pour arriver à faire la forme de l'île d'Herborance, tout ça, enfin, c'est du béton, ils ont abandonné. Mais ils ont planté des arbres pour cacher ce socle. Complètement idiot, hein. Parce que la mise en valeur de cette forêt qui arrive par elle-même, c'est justement ça. Donc il faudrait, depuis déjà des années, je le dis, aller avec une tronçonneuse. Mais ça amène au questionnement de la forme et de la fonction du jardin. C'est-à-dire que là, on a bien compris, moi je l'ai compris dernièrement, je suis un peu à la fois des derniers convertis, mais c'est que le jardin ne peut plus être juste un catalogue. Je parlais de la côté en Bretagne, on a le jardin de Pélinette qui est vraiment un jardin classique, c'est-à-dire le jardin catalogue avec une série de plantes rares qui sont effectivement très belles, mais si ce jardin n'a aucune fonction, c'est-à-dire d'être un refuge de biodiversité, de permettre à une vie de s'exprimer, en fait c'est un jardin. C'est un tableau. C'est un jardin affiché et qui est voué, qui est de toute façon voué à disparaître lorsque son concepteur, le jardinier, arrête de se maintenir, il faut de le maintenir. Avant, il y avait pour ces jardins très formels un nombre de main-d'œuvre, d'ouvriers, enfin de jardiniers, comme ça, intervenant sur le terrain, très grand. On ne les a plus, on ne peut pas les payer. Bon. Donc plus personne ne peut faire ça, c'est les machines et les produits chimiques. Il n'y a pas que pour ça, toute l'agriculture est entre les mains de cette entreprise-là, c'est dramatique. Et donc on détruit le vivant sans vraiment le vouloir. C'est pas quelque chose qui est désiré, c'est juste que c'est pratique, c'est plus rentable. On est dans le fricourien depuis déjà des décennies, et cette fois-ci, on va dans la caricature du fricourien. Tant pis si ça tue, si ça détruit tout, y compris les humains bien sûr. Et dans le monde agricole, c'est tragique, parce que c'est eux ce sont les exploitants qui autrefois étaient des paysans, et qui sont les premières victimes de tout ça. On n'en parle pas. Mais c'est ce lien, c'est pour ça que je voulais parler de la fonction du jardin qui permet de recréer ce lien avec ce monde naturel, parce qu'on le voit, nous, en tant qu'urbains, même si maintenant, le fait qu'il n'y ait plus de produits chimiques utilisés au pied des arbres, on se rend compte du coup de la quantité qui peut être utilisée avant, parce qu'on voit même à Paris, au pied des arbres, les pissenlits, je passais à vélo en venant à Paris le long de l'Élysée. Alors là, il y a un très beau tiers paysage. C'était couvert de kélidois. Donc le contraste était assez drôle, tous ces gendarmes et ces policiers au milieu de ce tapis de fleurs jaunes. C'était assez incongru. Mais c'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à rendre acceptable ça? Est-ce qu'à Paris maintenant, le regard va s'habituer petit à petit? Maintenant,
J'entends plus trop le ça fait sale. Heureusement. C'est une question purement culturelle. Il y a des cultures dans le monde où cette notion-là n'apparaît pas du tout. Chez nous, oui. Parce qu'on a mis au point la forme, la propreté, etc. Mais c'est pas du tout, le vivant ne peut pas s'exprimer comme ça avec facilité. Et comme nous sommes en souffrance aujourd'hui par rapport à ces questions du vivant dont nous dépendons, il faut accepter qu'il puisse s'exprimer au maximum comme il le peut, quoi. Donc, laisser la place pour ces plantes et ces insectes, ces animaux, etc. Mais ça ne peut être accepté que s'il y a une pédagogie là-dessus. Si on dit aux gens, ben ça c'est la chenille de Cuculia verbacea, qui est un papillon de nuit, elle mange la molène, et ça va faire ça, etc. Et ça va réguler cette population d'une plante qui, elle, peut être envahissante, mais justement, etc. Enfin, bref, et ça porte un nom, on donne le nom. C'est Cuculia, c'est la molène, c'est je sais pas quoi, enfin bon, peu importe. Ah, mais cette herbe, ben oui, ça s'appelle comme ça. Ça existe tout à coup. Dès qu'on nomme, ça existe. Et les enfants, quand on leur apprend ça, ça marche. Hein. Ils l'entendent, ils l'enregistrent très très bien. Sauf que ça n'est plus enseigné. C'est très rare que ça le soit. Ce sont des dérives d'enseignants qui disent « moi je voudrais apprendre aux petits », mais officiellement, dans les programmes administratifs obligatoires, enfin, ça n'existe plus. Et j'ai connu cette espèce d'effondrement de l'enseignement du vivant quand j'étais commencé à être prof à l'école du paysage à Versailles. Donc ça date de 19, 80. Il y avait encore un peu, et puis une dizaine d'années après, ça s'est effondré complètement. Alors il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sait que ça agace cette idée de ne pas avoir cette connaissance et qui demandent, et qui font venir, mais c'est pas dans les parcours c'est comme l'argent qu'on met aujourd'hui ou pas dans la culture. Le ministère de la Culture, celui de l'enseignement, de l'agriculture, il ne va pas vous dire, parce que nous dépendons en tant qu'école du paysage des ministères de l'agriculture. Ils ne vont pas mettre d'argent là-dedans. Parce que si vous accédez à une compréhension du milieu, avec une possible autonomie, alors là, on vous déteste. Vous n'allez pas dépenser. Vous savez ce que c'est que la loi des PNP, interdiction d'accès au PNPP. Enfin, des produits naturels peu préoccupants. Si vous faites du purin d'ortie, vous êtes hors la loi. Parce que vous n'allez pas acheter le purin au magasin là. Vous allez le faire. Tout ce que vous pouvez faire gratuit, c'est interdit. C'est pas compliqué. Oui, ça c'est un lien rompu jusqu'à l'oubli. Parce qu'après, on ne sait plus rien faire. Alors qu'on peut tout faire. J'aime bien, il y a des pays comme ça. Il y a une école de jardin planétaire qui s'est fondée depuis 3 ans en Roumanie. Et j'ai rencontré des Roumains, justement, paysans, on peut dire. Ils savent tout faire. Mais tout. Tous les objets, les bâtiments, l'agriculture, l'horticulture, la forêt, ils peuvent tout faire. C'est pas compliqué. Et moi, j'ai connu ça il y a très longtemps. J'ai même fait ma maison. Ça m'a bien plu de faire la maison. Mais quand j'ai dit, c'était chez mes parents il y a très longtemps, à mon père que j'allais faire un petit potager, quoi? Pourquoi faire? Parce qu'il y avait déjà l'idée que c'était complètement exclu et dépassé, quoi. Alors que c'est exactement ce qu'il faut refaire depuis déjà quelques années, on le sait. Hein. Et à grande surface, le plus grand qu'on peut, quoi. Partager ou pas, mais il faut le faire. On a besoin d'avoir une production vivrière proche et de qualité. Parce qu'avec tout ce qui arrive là, vous connaissez, les jeux des frontières, les distances, les productions, enfin, la façon de rendre la rentabilité qui fait que le produit le moins cher va venir de l'autre bout du monde, il faut payer. Enfin, vous connaissez tout ça, complètement absurde et très dangereux écologiquement, bien sûr. Mais c'est pas voulu de faire autrement. Donc ça va être sans doute une assez grande bataille
d'avoir une production vivrière de proximité. J'imaginais qu'à Paris, toute la ville de Paris était autonome, complètement toute la ville, tout le temps. Bon, moi j'ai dû connaître la dernière ferme pas très loin dans Paris, avec des animaux. Hein. Il y avait tous les potagers tout autour, tout. Il y avait, voilà, et le mur à pêche de Montreuil, c'est pas une. Vous connaissez tout ça. Aujourd'hui, on a 3 jours d'autonomie. Vous imaginez si l'avion n'arrive pas, comment on fait là? L'histoire de la coupure d'électricité est intéressante. Hein. En Espagne, là j'y vais dans quelques jours, parce qu'il y a un métro sur mon travail, il faut que j'y aille avant. Mais le problème de la dépendance énergétique, pas seulement ça, parce que l'alimentaire aussi, quoi, mais tout est conditionné aussi par l'histoire d'énergie, c'est fou, quoi. C'est fou. Enfin, bon, je ne dis pas tous les détails, mais moi je ne suis pas dans la Creuse, je suis autonome depuis longtemps, il suffisait de mettre des panneaux solaires et puis voilà. Et je ne suis pas relié au réseau. Oui, pas mal. Donc quand il y a eu un filet, vous savez, il y a eu 99, vous connaissez, les tempêtes, les arbres sont tombés, on n'avait plus d'électricité dans le Limousin, dans la Creuse, partout, hein, sauf moi. J'étais complètement idiot, comme je dis, mais pourquoi? C'est pas. Alors j'ai aidé les gens comme je pouvais, mais moi j'ai que 3 panneaux, hein. On pourrait faire ça partout. Donc nous sommes tous en dépendance, et c'est le marché qui règle. Et ça c'est très énervant. Oui, je m'énerve, excuse-moi. Oui, mais je vois ça, j'ai presque envie de me calmer. Non, pas du tout. Je partage totalement l'énervement, mais c'est de savoir aussi. C'est presque la question de savoir la tentation de poser le râteau pour prendre une batte et d'aller vraiment s'énerver. Je trouve ça très admiratif quand on voit votre parcours de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais je ne l'ai pas fait. Oui, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Non, je ne l'ai pas fait. Parce que si on fait ça, on a contre nous les CRS, machin, les bombes atomiques, tout ce qu'on veut. Ça ne m'intéresse pas. Non, il faut passer à l'action, c'est tout. Pas la peine de... Et là, aujourd'hui, si on veut faire quelque chose qui va dans ce sens, il ne faut pas en faire la pub. C'est impossible. Là, on a tout le monde contre. J'ai essayé de passer un article écrit avec Jacques Tassin sur les plantes prétendues invasives, qui en fait ne le sont pas. Et c'était pour Le Monde qui l'avait demandé, puis ça a été accepté et refusé au moment de la publication. Ça se passait au mois de janvier, hein, ça. Ensuite, même scénario avec Libération, même scénario avec Reporter. Là, j'ai pas compris. C'est ça que je demande à Hervé Kempf qu'est-ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. Et finalement, c'est Philo Magazine, Philo Mag, qui l'accepte, le publie et tout. Bon. Mais en discutant avec quelques journalistes, on dit bah oui, on est dans l'autocensure. On n'a plus le droit de parler. Parce que les médias sont aussi pris par, bien sûr, toutes ces puissances-là. Ça va avec, hein, c'est lié. Donc, moi, je ne veux pas forcément me mettre en guerre parce que je n'ai pas les outils. Je n'ai pas de Kalachnikov, rien du tout. Alors, je fais, mais sans dire. Enfin, là, je parle un peu, là, mais personne n'écoute. Personne, je veux dire, ne va transmettre. Vous entendez? C'est ça que je trouve quand on visite vos jardins, il y a moi j'ai vraiment un double sentiment d'un profond apaisement. Vraiment, on voit un jardin, le jardin du parc André Citroën, on n'est pas dans un étalage d'essence, on ne s'en prend pas plein la vue. Donc ça amène à une déambulation. Il y a vraiment, je vous invite vraiment à y aller, cette partie où il y a un vrai délaissé. On voit qu'il y a un minimum d'intervention. J'ai vu qu'il y avait des sureaux qui avaient été coupés vraiment pour maintenir cette idée de prairie. Alors, je m'avance pas tant ça en avançant dans mon analyse, mais je trouve que ça amène une vraie déambulation. On a envie de regarder, puisqu'il n'y a aucune plante qui en met plein la vue, où ensuite le regard serait attiré vers cette plante. Donc déjà le regard, ce
se promènent, ce qui est très agréable, je trouve. C'était une chance, ça aussi, hein, parce que c'était le premier jardin public où il y a une gestion comme celle-là. Et au départ, ça refusait, bien sûr, c'était dans le milieu de la prairie centrale, et mis dans un côté, accepté dans un côté, avec l'idée que ça deviendrait de toute façon une prairie tondue. Ça n'a pas été le cas. C'est un projet très curieux parce qu'il est fait avec deux équipes, deux paysagistes, deux architectes, et on nous a mariés. Le jury, au départ, avait décidé que ce serait notre équipe avec Patrick Berger et moi. Et puis finalement, ça a été changé de point de vue avec Alain Provost et Jean-Paul Villiers. Voilà, je retrouve les noms. C'est vieux, hein, le concours était en 85, l'inauguration en 92. Et donc on nous a associés tous les deux et on a réussi à faire un hybride qui tient un peu la route en acceptant les positions des uns et des autres. C'est des choses qui ont changé, mais finalement, les équipes qui s'en sont occupées, c'est plutôt bien. Et récemment, il y a eu, puisqu'on a fait des bêtises aussi, qui a été une illusion de la maîtrise, on ne va pas sur l'eau, avec les fontaineries, et des trucs qui ne fonctionnent plus. Parce que pour qu'on ait de l'eau qui coule comme ça en permanence, il faut qu'elle soit potable. Mais on ne peut pas avoir toute l'eau qui est là-bas, qu'elle soit potable. Donc elle a été traitée. Horrible. Tous les petits canaux, machin, les petits trucs. Donc morts, quoi. Pas un moustique ou un poisson qui pouvait vivre là-dedans. Et heureusement, ça a fissuré, ça s'est abîmé, et il y a un espèce de canal qui, lui, est devenu une sorte de jardin d'eau. Et là, pour le coup, la vie reprend. Il faut attendre que les fissures arrivent pour ça. C'est pas inintéressant. Hein. On voit revenir des insectes et des oiseaux, il y a même des hérons qui s'installent. Bon. Et l'équipe surtout, c'est ça, l'équipe d'entretien a changé le regard. De toute façon, les regards ont changé. Oui. Ça, c'est bien. En parlant avec des jardiniers de la mairie de Paris, on sent une certaine fierté. On dire on n'utilise plus de produits chimiques, on laisse faire. Quand ça ne prend pas, on ne s'excite pas. On laisse faire ce génie naturel et on sent qu'ils reprennent une certaine fierté au travail. Ouais. Ça change, mais je trouve qu'aussi il y a cette poésie de ces jardins et en même temps, après c'est peut-être une analyse très personnelle, mais moi je sens une profonde mélancolie quand je me promène dans ces jardins parce qu'on se dit en fait c'est possible et en même temps on va lire dans le monde qu'en 4 ans la population d'insectes a chuté de 60% au Royaume-Uni, donc on se dit mais en fait il y a de telles forces de destruction qui sont à l'œuvre que... Alors il faut regarder les choses autrement. Que peut le jardinier face à ça. Ouais. Et puisque tu vois que c'est possible, tu dis bon on va le faire. Ah oui, ça oui. Voilà. Sinon tu te plombes dans le cerveau. Ah oui. Ou pas. Non, c'est non possible. Je fais des erreurs. Oui, non, mais c'est pour ça avec cette exposition, notamment ces bois brûlés, c'était aussi l'idée de créer des miroirs, c'est-à-dire d'inviter les regardeurs à être face à un futur proche d'un monde qui va être bouleversé, de paysages qui vont se transformer, qui vont s'altérer, d'être comme ça projeté dans un avenir proche et en même temps d'avoir un regard sur le temps présent. Quelle est mon action dans le monde actuel pour empêcher, pour contrecarrer Et qui peut vivre avec toutes ces flammes? Ah mais c'est ça. Alors là, c'est vrai, je suis content que vous mettiez le point là-dessus, c'est que quand vous avez demandé d'écrire, j'ai demandé à Gilles d'écrire quelques mots sur l'exposition. Alors, mon pessimiste légendaire, là, il en a pris un coup, ça d'un coup, je me suis dit, mais c'est formidable d'arriver à avoir ce tableau, il y a une once d'espoir. Et alors là, j'ai découvert toutes ces plantes pyrophiles, donc je fais une petite recherche et vous avez parlé de ça, dire qu'en fait, malgré la destruction, il y a une forme de vie qui est possible et qui émergera. Et d'ailleurs,
l'œuvre, avec ce banc calciné, avec le pull ravaudé, parle de ça, cette idée de réparation, comment est-ce qu'on peut réparer le vivant, et en fait le vivant se répare tout seul. Certes, si on continue comme ça, probablement l'humanité va être de plus en plus compliqué pour nous de vivre, mais il y aura une autre forme de vie qui supplantera et qui se développera, et en fait ça a toujours été le cas. Oui, le monde vivant animal est plus fragile. Justement, face à ces aléas, en particulier le feu, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui résistent et qui intègrent le message et se transforment dans le courant de leur propre vie pour arriver à fabriquer quelque chose qui les protège. Les plantes, oui. Elles ont cette possibilité, peut-être parce qu'elles sont aussi ancrées dans un lieu, et que pour arriver à résister dans un lieu qui se transforme de façon très négative pour elles, il faut faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est l'évolution. Le mécanisme de l'évolution, le transformisme lamarckien est très important et il n'est pas très enseigné non plus. C'est dans le courant de la vie d'un être, on change son modèle et on le passe à la descendance. Et ça, c'est pas du tout la vision de Lamarck, de Darwin un peu plus tard, qui lui, 50 ans après, hein, quand même, qui lui dit non, c'est les performants qui gagnent et les autres, ils ne sont pas bons. Bon. Il avait accepté l'idée de Lamarck, quand même, à la fin de sa vie. Il connaissait bien, il avait fait le tour du monde sur le milieu, il avait des livres de Lamarck, et il avait accepté. Ce sont les darwinistes qui ne l'ont pas accepté. Parce qu'on était déjà dans cette folie de la performance, comme on l'est encore aujourd'hui, sur le plan strictement économique, bien sûr. Alors je recommande un livre, un petit tract de Gallimard qui s'appelle « Antidote au culte de la performance » de Olivier Amand. C'est génial. Vous connaissez ? Ah oui. Ben, c'est bien. C'est génial. Ben, pour le coup, c'est vraiment naissant. voilà. Mais la reconstruction, Là, oui. elle est avec cette notion de co-construction dont il parle, Voilà. et de La l'antidote à la performance. C'est très très heureux. C'est bien. Il faut que tu lises. Très bien. Ce sera lu. Et alors donc, dans cette histoire-là, des plantes pyrophytes, il y a des choses incroyables. Il y a eu une découverte des scientifiques quand Yellowstone, il y a eu des incendies très forts il y a une cinquantaine d'années, hein, dans le parc de Yellowstone, et tout d'un coup ils ont vu arriver une plante qu'ils ne connaissaient pas, sauf fossile. Donc elle ne devait pas être là, quoi. Eh bien si, les graines dormaient, elles attendaient. Elles attendaient le choc thermique pour la levée de leur dormance. La puissance de résistance du monde végétal dans le temps est quelque chose qu'on n'imagine pas, quoi. Comment se fait-il qu'elle ait pu dormir comme ça pendant des siècles et des siècles? Eh bien si, ouais, ça se passe comme ça. Donc oui, donc, tout ce que tu montres là ne veut pas dire que le monde végétal disparaîtrait complètement. Il est puissant, ça s'appelle les pyrophytes, hein, les actives et les passives. Les actives sont celles qui se dispersent par leurs graines, qui elles vont attendre le temps qu'il faut et un nouveau feu pour germer. Les passives sont celles qui supportent le feu et elles repoussent. Et les fougères sont des arborescentes, sont des passives. Toutes les plantes qui vivent avec des troncs qui sont protégés. Séquoia. Et le chêne-liège, séquoia, oui. Mais surtout les chênes-lièges qui ont des épaisseurs comme ça, voilà, bon, pas de problème. Ils repoussent au bout d'un moment. Magnifique. Alors qu'il y a plein d'autres trucs qui disparaissent. Bon, voilà. Donc ces aléas-là sont pas seulement au bénéfice de toutes les plantes, il y en a qui ne résistent évidemment pas du tout, et ça c'est la disparition des espèces, mais dans le monde végétal, il y en a quand même qui arrivent à s'adapter, à se transformer. Au monde animal, c'est plus rare. Tous les animaux sont des prédateurs, nous sommes les animaux, nous sommes des prédateurs, nous dépendons de ce que nous allons prendre, alors que les végétaux, eux, fabriquent leur nourriture avec l'énergie, à partir de l'énergie solaire. Ils n'ont pas besoin d'aller au supermarché. Ils ont besoin d'eau et de sels minéraux, mais c'est tout. Ils fabriquent leur nourriture, vous vous rendez compte? C'est d'accord, c'est le chlorophylle, le truc que nous
La chlorophylle. Tout ce qui est vert, c'est le résultat de ça. Nous, on n'est pas comme ça. Il faut aller prendre pour manger, quoi. Donc on est très, très, très dépendant. Il faut faire attention à ce dont nous dépendons. Parce que sinon, on crève. Il faut arrêter de faire le bazar, de polluer l'eau, l'air, de tout détruire, etc. C'est très simple, hein, quand on a compris comment ça fonctionne. La mise en application, elle a un peu du contenu télévisé. Ah, la mise en application n'est pas en rapport du tout avec le modèle économique, ça ne va pas du tout dans ce sens-là, du tout, du tout. C'est ça la bagarre, elle est là. Ben, je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein, Il faut faire des tiers paysages. Oui. Faut savoir qu'en fait, le prochain parc qui pourrait être fait à Paris, ce serait une friche et on ne touche pas. Ben, parfait. Ben, Francis Allais veut faire une forêt primaire. Hein. Sur je ne sais pas combien de milliers d'hectares. Il est ambitieux. Mais c'est une très bonne idée. Je ne sais pas si vous avez Un des refuge questions. pour les animaux aussi. Oui. Dans un endroit qui soit suffisamment grand pour que les animaux puissent, Oui, que la vie animale puisse se développer. Bien sûr. bien sûr, très important. Cette diversité-là. Ça va faire presque une heure qu'on Ah oui, il faut arrêter. papote. Mais non, mais c'est pas si vous aviez des questions. Ah oui. Alors, il y en a deux d'un coup. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez d'intervenir pour essayer de délocaliser des espèces pour s'assurer d'avoir des arbres qui poussent bien ou essayer d'anticiper avec le réchauffement climatique? Parce que si j'entends très bien pourquoi il ne faudrait rien faire et laisser la nature faire, mais d'un autre côté, la trajectoire est certaine et on peut se douter que si on n'intervient pas, on va perdre tout simplement nos forêts. On aura peut-être encore des végétaux, mais bon, globalement, l'homme ne reverra peut-être jamais de forêt en Europe, c'est vrai. Et donc, une fois qu'on a mis un pied dans le plat, il faut mener les deux. À quelles conditions est-ce qu'on peut essayer de tricher un peu pour mettre Il faut, je pense, essayer d'intervenir quand on a compris que c'était dans une bonne direction, mais à titre expérimental. Parce qu'on n'aura pas la réponse immédiatement. Il faut qu'il y ait la mise en place d'un écosystème émergent entre les espèces qui étaient là depuis un certain temps et celles qu'on apporte, ou celles qui arrivent toutes seules d'ailleurs, hein, pour voir quel est l'équilibre nouveau qui se forme. Et puis quand il y a certaines espèces qui se développent beaucoup plus facilement, il faut les laisser faire et ne pas les empêcher. Or, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est une vision complètement fixiste, qui consiste à dire il y a les natifs, il y a les endroits d'y être, et les autres qui arrivent n'ont pas le droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Donc c'est une grave erreur. Intervenir, oui, mais avec beaucoup de patience et avec l'idée qu'on ne sait pas si on tient la vérité là. On n'a pas forcément, on n'est pas sûr de gagner. Il faut voir, mais il faut le faire. Après, il faut avoir des accords politiques, économiques et tout. C'est ça la complication, c'est plutôt l'accord politique. Parce qu'on peut y arriver quand même facilement. Mettre une graine, c'est pas coûteux. Il y a un autre livre qui est assez extraordinaire, qui parle de l'histoire de la vie du plus vieil arbre de Paris, qui est un acacia. Vous le connaissez? Il n'est pas en très bon état, dans le square Viviani, mais il n'est pas mort. Et il peut repartir à partir des levées de dormance des bourgeons sur tout le système souterrain et monotubère. Et il est là. Et ce livre a été écrit là par quelqu'un, Lirzi, je ne sais plus comment il s'appelle. Et c'est l'arbre qui raconte l'histoire du monde humain finalement. Et là, on apprend beaucoup de choses. Ça fait 400 ans qu'il est là. Plus de 400 ans. C'est ça, hein, c'est extraordinaire. Donc ça nous donne une idée sur cette possibilité qu'il y aurait de vivre avec des végétaux qui nous dépassent, mais aussi qui ne sont pas originaires de là, parce que lui il est américain. Et on s'en fiche. De toute façon, rien n'était là avant. Et que les chênes que nous vénérons, parce que les druides, je ne sais pas quoi, il y a 10 000 ans qui sont arrivés. C'est rien, c'est un quart du monde, même pas dans l'histoire de la planète. Hein. C'est à la fin de la dernière glaciation, ils sont montés de la péninsule ibérique d'un côté et de la péninsule italienne de l'autre, parce que ça s'est réchauffé, le climat.
à l'époque. Et là, aujourd'hui, on va avoir d'autres modifications qui vont venir par l'arrivée de plantes d'aluminium aussi, bien sûr. Il y a des colerpas qui sont arrivés dans la Méditerranée parce qu'elle s'est réchauffée, qui ne sont pas arrivés seulement par le truc de Monaco. Là. Vous savez, colerpa taxifoliae, ça ne dit rien, c'est une plante qui était très mal vue, qui était arrivée par là où on élève les poissons, comme on dit, l'aquarium. Ils ont jeté ça dans l'eau, puis finalement la plante, elle s'est multipliée partout. Mais ça allait avec le fait que la Méditerranée s'était réchauffée. Elle est devenue inquiétante, invasive, et puis, entre guillemets, et puis finalement, non. Elle a reculé. Il y en a d'autres qui sont arrivées par elles-mêmes, d'ailleurs. Et tout est comme ça tout le temps, quoi. On est dans une perpétuelle renaissance du monde vivant. Il faut l'accepter. Et ça, c'est pas facile, parce que culturellement, on n'est pas pour ça. Et puis il y a aussi une idée de l'échelle. Oui. Nous, on a du mal à se projeter à 25 ans. Le monde vivant, Oui. c'est long. Oui, ça dépend lequel, mais en principe, un arbre, oui, il y en a même qui peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Alors, ça, je ne les connais pas bien, mais il y a des séquoias qui sont réputés vivre très vieux, mais il y a des pins, je crois, encore plus. Il faut demander à Francis. La réitération qui Qui sont toujours vivants. Hein. Oui, la réitération, en fait. Alors, la réitération permet justement ça. de pouvoir faire revivre les arbres. Le plus vieil arbre du monde, il a plus de 2000 ans visiblement, mais c'est plus un arbre, c'est quasiment une péninsule d'arbres qui ont réitéré. Et le séquoia est connu pour être passé du côté secondaire, primaire à secondaire. On attribue à comment il s'appelle la forêt, l'arbre le plus grand du monde, ou la forêt la plus, qui est un seul sujet, une seule espèce, c'est en Amérique, le tremble, un Populus tremuloides. C'est pas le tremulate chez nous, c'en est un autre plus grand. Et lui, il se multiplie, il fait une forêt à lui tout seul, c'est la fumée, c'est un soleil. C'est un clone, ce sont des clones. C'est pas l'issue d'une reproduction sexuée, c'est des reproductions végétatives. C'est extraordinaire. Donc on a quand même tout ça. Hein. Le champignon qui s'étend aussi. Un champignon qui couvre une surface plusieurs kilomètres carrés. Un champignon, c'est encore différent. C'est encore différent, parce qu'il y a tout l'appareil végétatif du terrain qu'on ne voit pas, le mycélium. Mais les spores, oui. Et c'est vrai que le robinier a une résilience incroyable. Oui. Alors, Vous en coupez un dans la rue, il drageonne sous le béton. Oui, bien sûr. Il est très puissant. Ah, Mais il est retiré, paraît-il, des listes interdites interdits. Oui, c'est récent. Parce qu'on l'utilise. Parce qu'il est très résistant. Il a d'ailleurs été apporté Classe en 3. France. Il est impétricible. Impétricible. Pour ça, pour cette raison-là, pour faire des piquets de vigne, c'est arrivé dans le Bordelais. Il est beaucoup multiplié là-bas. Et puis là, aujourd'hui, on l'utilise même pour faire des bardeaux, pour faire des couvertures de toit, pour faire des objets qui résistent tout simplement pourrit pas, quoi. Ils ne se décomposent pas. Très 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 solide, et puis il fait du miel. Tardif. Waouh. Pas mal. On change de regard, vous voyez, le lierre qui est très mal vu, on l'accepte. Plante grimpante qui s'accroche partout, pas du tout parasite, hein, mais qui se pose, et qui sur le sol, elle a une feuille étoilée, et puis elle monte, et là elle change de feuillage, polymorphisme foliaire. Quand elle a sa feuille plus arrondie, ça veut dire qu'elle va faire des fleurs. Sinon, elle n'en fait pas. Il faut qu'elle monte, il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose. Et à partir de ce moment-là, il commence à avoir des abeilles qui viennent, il faut encore qu'il y ait des abeilles. Et elles font du bon miel. Il y a comme ça la carrière Masmisérie à Nantes, une cascade de lierre absolument fantastique. Il y a des apiculteurs qui se sont installés en dessous. Ils ne sont pas torts. Ouais, alors du coup, c'est passé tellement de choses, j'ai un peu perdu ma question, mais le concept de ce tiers paysage, c'est un petit peu aussi remettre l'homme dans une autre posture, une autre regard. C'est qu'on les laisse faire, on laisse faire la nature, finalement on se retire du faire et on observe. Et pour revenir sur le bois brûlé, en fait, je pensais aux Indiens, les Amérindiens de Yellowstone, qui aujourd'hui sont appelés par le gouverneur californien
pour ce qu'ils ont observé pendant des milliers d'années, qui sont la culture des petits feux, pour permettre de régénérer justement les sols et éviter les grands feux qui sévissent depuis 2018. Et cette posture d'observer, finalement, c'est aussi nous re-questionner dans notre rapport au vivant et notre rapport animal au vivant. Et j'aime bien le fait que le brûlage soit présent, parce que le brûlage est vraiment un symbole de régénération. Il redonne de la fertilité, en fait. Et c'est voilà. Mais c'est vraiment bien de pouvoir aujourd'hui passer à l'acceptation de ça qu'on avait jeté à la poubelle. On avait dit tout le monde, là, tous ces Anglais-là, nous on a les machines, les produits. Non, on est arrivé dans une illusion de la maîtrise très destructrice, alors qu'il y avait ceux qui avaient observé, comme vous dites, et qui savaient comment faire. Les petits feux d'hiver, on les avait encore dans le massif des morts, il y a plus de 50 ans, mais il y était. Et qui entretenaient une certaine ouverture qui permettait d'avoir justement des cultures de chêne, liège, et d'autres choses, plein d'autres choses, en plus des forêts. Et puis après, ça a été quelque chose qui a été complètement changé, et il y a des incendies très importants qui se sont développés. Mais c'est complètement ça. Oui. C'est de redécouvrir finalement les choses qu'on sait depuis la nuit des temps, Oui, et oui. qu'on a complètement, par le concept de performance, justement, et de la révolution industrielle, décidé de dire que ça, c'est du Oui, feu. oui. Alors, il y a sûrement des choses intéressantes dans la révolution industrielle, mais il faudrait essayer de voir exactement lesquelles. Parce qu'il y a quelques outils qui sont remarquables, sans doute. Et il faudrait faire la liste, ce serait très intéressant. Et aussi celles qu'on n'utilise plus, mais qui sont des outils géniaux. On utilise encore des râteaux, des pelles et des trucs comme ça. Alors ça date de je ne sais pas quand, là, pour le coup. Là. Donc c'est ce mélange-là, et ne pas abandonner ce qui était très intelligent et pas destructeur. Aujourd'hui, il y a des cours de fond qui sont donnés à droite et à gauche, parce que ça va plus vite que le rotophile, ça ne pollue pas, ça ne tue pas les insectes, et on n'est plus dans le même monde. Enfin, on revient à quelque chose qui était une pratique qu'on devait vraiment abandonner. Il y a des hybrides qui se font de pratique, de gestion. Voilà, en fait, moi je suis venue pour vous. Monsieur. C'est ce que j'avais dit à Gilles. Et donc, est-ce qu'en 2 mots, il peut expliquer son travail? Eh bien oui. En 2 mots. Et notamment l'intervention de l'algorithme. Ah, mais ça, il y a Victor avec qui j'ai travaillé, c'est son travail. Il est chercheur et ingénieur en intelligence artificielle. Et on avait une réflexion commune sur, puisqu'il y avait beaucoup de modèles génératifs qui apparaissaient, de voir finalement ces modèles qui se mettaient à faire à la façon de, ça pouvait générer des images. Bon, est-ce que je peux avoir un arbre à la façon de Picasso? Et puis il y a ça sort plein d'images. Et Victor s'est amusé à faire ça avec mon travail. Et tous les deux, on est tombés d'accord que les images générées manquaient l'essence. C'est-à-dire qu'on fait presque une sorte de mauvaise copie, une sorte de version kitsch. Et on a tous les deux interrogé. Et je ne sais plus quand on est venu à l'idée de dire qu'en fait l'essence de mon travail c'était les textures. Et Victor a créé un petit modèle comme ça, avec des textures. Et l'idée c'était de contraindre un modèle à regarder le monde avec des textures. On demandait de générer en macro en ayant été entraîné en micro. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas, Victor, ce que tu peux dire sur ce. C'est quand même un travail. Non, ce que je trouve vraiment top dans l'exposition de Lucien, c'est que ça dit quelque chose d'extrêmement contre-intuitif de l'IA aujourd'hui que les gens ont du mal à percevoir. C'est que l'IA, certes, elle est artificielle, vous avez parlé d'intelligence biologique de ça tout à l'heure, mais on est en train petit à petit de créer vraiment une science de l'intelligence. Et en fait, la voie qui est prise actuellement par les ingénieurs, plus que par les scientifiques qui font des sciences cognitives, etc., est en fait de
de copier l'intelligence sensorielle des humains. Et en fait, on copie encore très très mal l'intelligence formelle. Et c'est pour ça qu'avec Lucien, en fait, on avait ce truc, en fait, on n'arrivait pas à capturer l'essence du travail de Lucien, parce qu'il n'y avait pas de cohérence globale dans l'image qui était générée. Mais comme on arrivait à capter cette sensorialité de son travail, en fait, on s'est concentré sur des textures, et donc on a réussi avec une machine très très froide à fabriquer quelque chose d'extrêmement organique. Et donc voilà, ce que j'aimerais, c'est que l'intelligence artificielle, on arrive à comprendre que l'intelligence est faite de deux choses, de formalisme et de sensibilité. Et en fait, toute la révolution industrielle, justement, ne s'est concentrée que sur l'intelligence formelle des humains. Et donc, paradoxalement, c'est peut-être l'intelligence artificielle qui va nous faire comprendre mathématiquement et formellement qu'il y a une intelligence sensible. Pas mal. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout répondu à votre question. Mais moi, l'idée, c'était aussi de... ça peut peut-être paraître un peu contre-intuitif, ce recours aussi à l'IA pour générer, mais c'était aussi pour parler de destruction, pour parler de... J'aime bien ce mot de pulvérulence, ça un monde qui est en train de s'effriter, quelque chose qui disparaît. C'est comment est-ce qu'on peut s'extraire des représentations culturelles qu'on a qui sont très très fortes et qui sont vraiment inscrites dans notre inconscient collectif sur la destruction. On a toujours cette idée de cataclysme. Moi j'aime beaucoup le travail d'un peintre britannique qui s'appelle John Martin, qui est vraiment un peintre du 19e et qui imagine le sol ouvert, la lave qui sort devant le Parlement. Enfin oui, donc il y a vraiment quelque chose ça dégouline de feu, de destruction. C'est le blockbuster, de la peinture. Et comment est-ce qu'on arrive à créer des objets qui vont évoquer quelque chose de plus profond? C'est ce qu'on est en train de vivre. Alors certes, on voit des catastrophes naturelles, les méga-feux, les sécheresses, tout ça, mais cette disparition dans nos pelouses, c'est profondément silencieux, c'est imperceptible. Et comment est-ce qu'on peut représenter ce qui n'est pas nommé, ce qui n'est pas vu? Et moi, je voulais essayer de m'extraire de ces feux, de ces flammes, et trouver autre chose. D'autres questions? Sauf qu'on les voit toujours. Sauf qu'on les voit toujours. C'est exactement. En répondant à ça, je voyais ça, je sais que c'est toujours. Peut-être la suite. Oui, parce que ce n'est pas... Ça échappe aux catégories aussi, sans doute ça rejoint également votre état d'esprit. C'est ni figuratif, et pourtant ça l'est quand même encore, et ce n'est pas abstrait non plus, et pourtant ça l'est également. Donc il y a un mélange des genres qui font, même, vous avez parlé à juste titre, parce que moi j'ai vu des miroirs aussi, enfin j'ai vu l'agencement en miroir, sauf qu'évidemment, au milieu, il n'y a pas le même effet qu'on attendrait d'un miroir, mais c'est l'encadrement qui donne cela. Et un encadrement qui est, qu'on trouve d'ailleurs dans le classicisme baroque de certaines époques, mais là, porté à outrance, enfin, comme si la nature avait justement, quelque part, je ne sais pas s'il faut dire fossilisé, mais pris dans les embrasements qu'il y a dû y avoir, fait que, en fait, le cadre promet de nouvelles racines, un peu comme le robinier de Saint-Julien-le-Pauvre. Il y a quelque chose qui pourrait traverser la matière, quoi, hein. Enfin, c'est un peu sur cette piste-là, je crois. Oui, mais l'idée aussi, c'est comment est-ce qu'on fait, moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on représente l'irreprésentable. Je pense que tout artiste a ça, c'est aussi de percevoir l'invisible, rendre visible l'invisible. Parce que finalement, Gilles, c'est aussi votre approche avec le tiers paysage, c'est que ce qui était considéré comme
presque sale, inutile, on le remet devant et on dit. Ça, c'est culturel, c'est pas issu d'un imaginaire. Oui, mais il amène l'imaginaire. Je trouve que ça devient une forme, puisque c'est une forme qui sort de nos carcans de représentation, le jardin française, le jardin à l'anglaise, on dit rien qui est ordonné, l'autre fait un peu de bordel, mais bon, quand même, les roses, elles s'occupent bien, on s'en occupe bien. Et là, d'un coup, ça amène cette idée de déambulation. La déambulation amène la poésie, amène le rêve, et le rêve amène. C'est par le rêve qu'on invente les choses. On a besoin d'avoir cet esprit qui est libéré de représentations très fortes pour penser l'après. Oui. Là, je suis en train de faire un petit texte, une préface, on demande des préfaces, pour un livre sur le domaine du Rayol. Vous voyez peut-être ce jardin qui est sur la Côte d'Azur. Et là, bon, du coup, les pyrophytes, elles sont à la star, on en parle de ça, etc. Et ce que finalement j'ai décidé d'écrire, c'est qu'il faut que les gens se perdent. Il faut qu'ils puissent abandonner leur vision du monde qui est maîtrisée. Et donc ressentir avec tous les autres sens, on a abordé déjà le sujet tout à l'heure, parce que ça me paraît être très important de pouvoir rentrer de nouveau en contact avec toute cette diversité non-humaine sans la mépriser. Et je suis de plus en plus dans cette direction-là, alors que quand même j'ai fait des études scientifiques comme il faut, je suis ingénieur horticole. On avait des bons profs à l'époque. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise de mettre le nom scientifique de la plante sur la plante pour savoir comment elle se comporte. J'ai travaillé avec le Muséum d'histoire naturelle pour des lépidoptères nocturnes au Cameroun. Je suis revenu avec des petites poches là, transparentes, avec les animaux dedans, tous les papillons. On me dit combien vous en avez? Ben, je dis 2000. Quoi? Seulement ce n'est pas beaucoup, 2000 prises, 2000 insectes morts, papillons de nuit et tout. Donc pour arriver à étudier le vivant, il faut le tuer. Ça ne marche pas. Parce qu'on en est encore dans cette espèce de vision-là, quoi. Y compris, enfin, ça a changé un peu au Muséum d'histoire naturelle. Mais je dis, mais si on allait autrement, dans une autre direction, peut-être plus dans celle que tu connais de l'art, en fait, où quelque chose te donne des visions, des impressions, et ça passe par une sensibilité animale. On est des êtres animaux faisant partie de la nature. Le mot nature, lui, il n'existe pas en fait. Il a été inventé par les Grecs anciens, ça c'est Isabelle Stengers qui le dit, une philosophe, pour ranger d'un côté tout ce qui n'est pas le vivant humain, qui autrefois était soumis à une superstition polythéiste compliquée, animiste, etc. Pour l'étudier scientifiquement, on met un nom dessus, c'est la nature, ok. Mais cette distance prise subitement pour des raisons scientifiques, voilà, elle devient de plus en plus importante jusqu'à ce qu'on dise bah, c'est un truc lointain, c'est pas nous, quoi. Mais si, c'est nous. Il faut revenir à ça, enfin, à mon avis. Hein. Mais les Belges sont très utiles. Elle est belge, Isabelle Stengers. Je travaille avec des Belges, là, dont un, Nicolas Gilsoul, qui est prof à Malaquais et qui, lui, connaît les animaux et les dessine d'une façon incroyable, il parle avec eux. C'est étonnant. Je vous conseille ces livres. Il a fait des bouquins. Et d'autres questions? Si, mais c'est le paradoxe de ce que vous dites. Ce que vous venez de dire, ce que vous avez dit avant. Ah oui. Mais oui, quand vous dites laisser faire qu'on a une forêt, de cette manière, l'idée qu'on peut retenir, c'est qu'il faut mettre l'homme de côté pour que ça aille. Parce que l'homme est un prédateur. Et en même temps, vous venez de dire exactement le contraire, parce qu'on fait partie, en réalité, du vivant. On va prendre le mot nature. Donc, peut-on sortir l'homme? Comment on fait pour que l'homme soit dedans? Elle soit toujours dedans, parce que sinon on l'élimine. Il est sorti de la nature à cause de son cerveau. Mais grâce à son cerveau, il pourrait comprendre qu'il a fait une bêtise
et qui pourrait aussi continuer peut-être à développer des choses qui viennent comme ça de ce machin trop bon, mais aussi d'accepter la totalité de ce qui est avec lui et dont il dépend. Et oui, et sur lequel il interagit. Enfin, il est dans une interaction forcément. Oui, bien sûr. De toute façon, tous les êtres vivants interagissent entre eux. Ça, on ne peut pas empêcher ça. Mais de façon positive ou pas. Nous l'avons fait avec une idée très particulière qui est celle de capitaliser. Et un lion qui voit passer une gazelle, s'il n'a pas faim, il la laisse passer, quoi. Il ne va pas la stocker pour l'attraper, faire une banque de gazelles. Nous, si. Mais il y a des animaux qui stockent, néanmoins. Il y en a qui font des provisions comme les écureuils avec des noix. Pendant ça, ça c'est très intelligent, c'est pour passer l'hiver. Oui, bien sûr. Mais, est-ce qu'un des problèmes aussi par rapport à ta question, c'est aussi que l'homme finalement il a inventé le concept de propriété. Tu parlais tout à l'heure un peu d'autres cultures non occidentales qui ont un rapport totalement au l'animisme, d'une manière un petit peu de gérer différemment le rapport au monde. Mais effectivement, il y a plein de sociétés qui n'ont pas un rapport de propriété à la terre ou au vivant, et du coup, nécessairement l'interaction, elle est présente. Donc l'homme fait partie du monde animal ou du monde végétal, et du coup, il propose notre relation. Et moi, Louise m'a fait un bouquin sur les oiseaux. Vinciel Després, qui est un lien entre le territoire vu par les animaux et le territoire vu par l'homme, et c'est assez intéressant de voir qu'en très peu de temps, le concept de propriété a complètement tout balayé et permis aux gens, effectivement, d'exploiter la terre, comme Lucien, voilà, tout d'un coup, de dire, tiens, je vais planter, je vais faire mon jardin, et si jamais il n'avait pas été propriétaire de cette terre, il ne pourrait pas peut-être, entre guillemets, l'exploiter. C'est quand même une illusion, c'est une réalité administrative, légale, etc. Biologiquement, ça n'a aucun sens. Et puis même dire qu'une clôture ferait une limite, franchement, le vent il passe à travers, avec les graines, avec tout, quoi. Donc vous ne pouvez pas dire ça s'arrête là. J'ai pas mis de clôture dans mon jardin. Et j'ai un petit panneau à l'entrée où il y a marqué, aujourd'hui, puisque c'est peint à la main, je le change, que je vois que la peinture change, se défait, proprietatea passerilor. Comment? Proprietatea passerilor. Non. Ça vient de passer. Ça veut dire propriété des oiseaux. Parce que là, on est sûr qu'ils sont chez eux quand ils arrivent. Bon, ça, c'est parce qu'au départ, j'avais mis propriété des oiseaux, parce que pas de clôture. Et il faut qu'il y ait un petit panneau qui dit vous êtes trompé, le chemin de randonnée, c'est par là-bas, là. Et là, il y a marqué propriété des oiseaux. Puis arrivent des amis italiens, alors je l'ai mis en italien parce que je changeais la peinture, et proprietà delle uccelli. Et puis maintenant, c'est en roumain, propriété interne. Parce qu'il y a des gens qui... Voilà. Alors ça va changer peut-être un peu, je sais pas, en ouzbek, je ne sais rien. Mais oui, il n'y a pas. Ces notions de propriété n'existent pas biologiquement, ça n'a aucun sens. Il y a juste l'opportunisme biologique. On va s'installer là où on peut vivre, c'est tout. Et on change de lieu de vie lorsque la vie à cet endroit ne fonctionne plus. Ça a toujours été comme ça sur toute la planète, pour tout le monde, y compris bien sûr les humains. Et s'opposer aujourd'hui aux migrations, c'est quelque chose d'insupportable. On les accélère avec les guerres, alors ça c'est aussi insupportable bien sûr. On est dans la bêtise, mais alors j'arrive pas. Je pourrais pas... Enfin bon, j'arrête. Peut-être que je vous ai un peu trop... Sans eau, on n'existe pas. Alors, c'est vrai, hein, sans eau, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Donc je vous dis à votre santé ce soir.